Voilà, oui, donc c'est ça. Je suis également en codirection à la Sorbonne Nouvelle. Et donc, voilà, je remercie tout le monde, comme tout le monde l'a déjà fait. J'ai oublié d'ailleurs dans mes diapos de remercier l'Université de Paris. Donc, voilà, je m'en excuse. Alors, effectivement, je voudrais juste dire un mot introductif. Après tout ce que j'ai entendu, il me semble que la petite pierre que je peux ajouter à cette grande réflexion, finalement, est très liée au contexte finalement différent dont nous parlons. Donc, le contexte à partir duquel je parle, c'est celui avant tout, bon, du champ de la didactique des langues cultures. Je travaille donc, je suis enseignant de FLE à l'université à l'Alliance française en Arabie Saoudite. Donc là aussi, c'est un contexte particulier. Et finalement, en contexte débutant, faux débutant, voilà. J'ai beaucoup travaillé avec des forums de discussion, surtout en cette période particulière, donc avec mes étudiants et mes étudiantes, sur le thème du partage, de la présentation de soi. Et je pense que voilà, c'est ce contexte vraiment particulier donc, est vraiment lié à une utilisation spécifique de la traduction automatique. J'ai un petit peu peur de dépasser mon temps, donc je vais peut-être essayer de passer le diaporama si ça ne vous dérange pas. Voilà, je partage donc mon écran. Ouais. Donc je vais essayer de faire ça. Voilà. Voilà, je voudrais commencer en remerciant l'ensemble des organisateurs, l'Observatoire européen du plurilinguisme et bien sûr toutes les personnes qui ont contribué à mon étude. J'en profite aussi pour saluer les autres présentateurs et les gens qui nous suivent aujourd'hui. Qu'en pense-t-il? Réflexion sur les représentations d'apprenants et d'enseignants d'Arabie Saoudite vis-à-vis du recours aux outils de traduction automatique en contexte FLE débutant. Juste pour vérifier, est-ce que vous entendez la présentation? C'est le cas de... On entend bien, oui. Vous entendez? Ok, très bien. Très bien. D'accord, très bien. Donc, je continue et puis je commenterai donc si besoin et à la fin. Hein. Ok, très bien. Donc, vous avez entendu la première slide. Hein? Tout à fait. Ok, très bien. Voilà, Voilà, donc le titre de ma présentation appelle un certain nombre de précisions sur ma méthodologie. Ce thème de la traduction automatique est appréhendé sous différents angles dans ce colloque et c'est sous le prisme de la didactique des langues et cultures que je souhaite y réfléchir moi-même pour tenter d'apporter ma petite pierre à cette réflexion commune. Donc le champ de mes recherches, c'est celui donc de la didactique des langues cultures et je m'intéresse en particulier au domaine de l'interculturel. Mon corpus inclut 5 extraits d'entretien avec des apprenants, quelques extraits de production écrite de ces apprenants et finalement quelques questionnaires soumis à des enseignants d'Arabie Saoudite. Donc tout cela, évidemment, au sujet de la traduction automatique. Ma méthodologie est qualitative, empirico-inductive. Je n'avais pas prévu de parler de traduction automatique dans la plupart de mes entretiens, dans mes maquettes d'entretien. Et c'est donc un travail à partir de représentations et d'expériences humaines que je mène ici. J'essaye donc à la lumière de ces différentes données et de mon expérience d'enseignant apprenant d'interpréter ces résultats. Et cela m'amène à mon positionnement, donc EMIC, parce que la classe de langue constitue mon terrain de recherche, et impliqué
par cette même raison et également par le fait que je suis moi-même apprenant de la langue arabe et donc utilisateur de la traduction automatique. Je m'arrête un instant sur les deux expériences sur lesquelles s'appuient mes données de recherche, qui sont toutes deux liées au domaine de l'interculturel et qui s'inspirent aussi de la formation hybride et de la télécollaboration. La première des deux, il s'agit d'un forum bilingue français-arabe de niveau A2, donc faux débutant, entre des francophones qui apprennent l'arabe et des arabophones, donc mes étudiants de Jeddah qui apprennent la langue française. L'autre expérience, c'est une série en fait de mini-forums qui a été mise en place sur la plateforme Moodle de l'Arab Open University à Jeddah, où je travaille également, et sur le thème du partage de soi, du partage, de la présentation de soi, etc. Dans les deux cas, les thèmes étaient motivants, m'ont dit les étudiants, c'est-à-dire de parler de soi, se présenter, partager des choses parfois personnelles. Et donc, ce qui a amené des étudiants d'un niveau assez faible finalement, A1, A2, donc débutants, voire faux débutants, a amené à utiliser des outils de traduction automatique. Cependant, quand je les ai interrogés à cet égard et que le thème de la traduction automatique a été soulevé durant mes interviews, j'ai senti un certain complexe. Personne ne voulait directement avouer exactement comment il utilisait ces outils. J'ai noté de longs silences. On parlait des autres, mais pas de soi. Donc j'ai été obligé parfois même de dire que moi-même je suis utilisateur de ces outils pour lancer quelque chose. Donc je m'interroge un petit peu sur le pourquoi de sur le pourquoi de ce complexe. Mes résultats ont été regroupés en trois grandes parties, donc les modalités d'utilisation de la traduction automatique en didactique des langues culture, les problèmes liés à la traduction automatique en classe de langue et la notion d'apprentissage d'une langue étrangère avec la traduction automatique. Voilà, donc les modalités d'utilisation de la traduction automatique en DDL. Des usages qui diffèrent d'une personne à l'autre, oui, parce que chaque personne finalement a mentionné des outils bien spécifiques. Néanmoins, on peut quand même souligner que Google Translate est vraiment un outil très utilisé en Arabie Saoudite. Voilà, on expliquera un petit peu plus pourquoi dans un instant, mais voilà, et les profs et les apprenants m'en ont parlé comme de quelque chose d'assez central. Lingui, DeepL, Reverso Context, System Translate, Vidalingua et Translate, deux applications également, ont été mentionnées. Donc, il s'agit d'applications et de logiciels soit utilisés sur ordinateur, soit sur smartphone, sachant que le smartphone est quand même très populaire en Arabie Saoudite. Chaque outil est spécifique. Donc, certains traduisent certaines langues, alors que d'autres, comme vous le savez, ne le font pas. Par exemple, Google Translate traduit l'arabe, tandis que Lingui, par exemple, ne le fera pas. Les services connexes aussi sont importants et puis influent sur le choix des étudiants pour tel ou tel outil. Donc, certains comme Lingui, Reverso proposent des traductions contextuelles. D'autres outils proposent des services de conjugaison de verbes, par exemple. Certains outils donnent le genre des noms, donc pour des apprenants, cela peut être utile. Voilà.
certains programmes, certaines applications, à vrai dire, il s'agissait de Vidalingua, permettent de sauvegarder des mots, et puis finalement, certaines applications permettent d'écouter la prononciation de mots ou de phrases prononcées par les apprenants. Il faut encore dire que les étudiants cherchent, comparent les outils, ne sont pas toujours satisfaits et ils portent un regard critique parfois sur ces outils. Certains se limitent même à une fonction particulière de certains de ces outils en disant bon, je ne vais pas m'en remettre à la traduction, mais par contre j'utilise l'écoute de la prononciation de certains mots. Voilà. Donc il s'agit de choix qui sont faits parfois par les étudiants. Les problèmes liés à la traduction automatique en classe de langue sont de deux types. Ceux qui sont liés au choix de la langue source. Une traduction de l'anglais vers le français, par exemple, ne tiendra pas compte du genre. Donc, une des étudiantes me donne l'exemple suivant. I want to translate my woman friend into French. Elle obtient mon ami avec un i et non pas avec IE. Par contre, l'anglais et le français étant des langues très proches l'une de l'autre, la traduction pourrait être bonne à ce niveau, évidemment. Pour ce qui est de l'arabe vers le français et vice-versa, la langue arabe est une langue très nuancée, le dit un des enseignants, et d'autre part, j'ai remarqué que la grammaire arabe, à certains égards, est très proche de la grammaire française. Donc là aussi, on pourra avoir, dans certains cas, de bonnes traductions, dans certains contextes. Voilà, il faut tout de même noter que, à mon avis, la traduction automatique n'est pas aussi développée en arabe qu'en anglais. D'autres problèmes généraux liés à la traduction automatique en didactique des langues et des cultures. Tout d'abord, les traducteurs en général nous donnent des langues finalement standards, plutôt écrites, et les registres sont plutôt formels en général. Donc, ça contrastait un petit peu avec le style plus oral qu'on trouve dans des forums de discussion, dont j'ai parlé tout à l'heure. Par exemple, pour les questions qui se posent les uns aux autres, le traducteur dira souvent « pourrais-je avoir » à la place du traditionnel « je pourrais avoir » qu'on retrouve beaucoup plus fréquemment à l'oral que pourrais-je avoir. Donc voilà, ça a été relevé par les étudiants et discuté en classe. Je donne d'autres exemples. Les logiciels donneront nous à la place du on, car à la place de parce que, je chéris à la place de j'aime parfois, j'aspire à la place de je voudrais, qui avait pourtant été vu largement en classe, etc. Je peux encore mentionner quelques erreurs d'interprétation que font les logiciels pour les mots polysémiques notamment. Donc, une étudiante me dit, en parlant de genre de livre, mes genres préférés sont le fantasme et l'aventure. Et elle voulait dire, en réalité, bien sûr, le fantastique, pour fantasy. Voilà. On peut encore noter les noms propres, certaines tournures de phrases, des métaphores, des expressions, mais je m'arrêterai là. Traduction automatique et apprentissage d'une langue étrangère. Je dirais d'abord que l'expérience des apprenants de l'apprentissage à l'aide de la traduction automatique, donc apprentissage de mots et de structures, etc., est liée dans les interviews que j'ai pu faire avec eux à certaines idées finalement assez paradoxales, des idées de répétition, de comparaison, d'effort, et donc paradoxales parce que souvent la traduction automatique est plutôt associée à l'idée de facilité, de rapidité, etc. Donc là, d'après les étudiants, c'est plutôt le labeur et les efforts qui aident à l'apprentissage, même lorsqu'on utilise des outils de traduction automatique. La traduction automatique comme complément à des connaissances acquises en présentiel. Donc là, dans les
et dans les interviews avec les apprenants et dans les questionnaires des enseignants, on retrouve l'idée que oui, la traduction automatique peut aider à apprendre, mais que toutefois, elle ne remplacera jamais les interactions sociales qui sont nécessaires pour apprendre une langue. Et là, ça nous renvoie aux travaux de Vygotsky, Dewey, etc. Donc, dans le cadre d'une formation hybride, où on articule présentiel et distanciel, où on articule l'utilisation de la traduction automatique en classe ou à la maison, et retour sur cette utilisation en classe, discussion sur ce thème, oui, je pense que dans ce cas-là, et bien entendu, ça peut favoriser l'apprentissage d'une langue. Mon troisième point, la traduction automatique et l'autonomisation des apprenants. Peut-on apprendre une langue complètement seule? Donc là, c'est un petit peu la question qu'on se pose ici. Pour ce qui est des niveaux, d'abord, donc les deux enseignants m'ont donné des réponses opposées. L'un d'entre eux m'a dit qu'à un niveau débutant, les étudiants n'étaient pas capables de faire la différence entre des nuances de sens et que donc ce n'était pas vraiment pertinent, tandis que une autre personne interrogée me dit justement non, à un niveau débutant, ça peut les aider à acquérir du vocabulaire, puis d'autres choses. Donc, pour conclure là-dessus, et aussi à la lumière de mes expériences personnelles avec des apprenants, je dirais que tout dépend de la manière dont on utilise ces outils. Et donc là, ça nous renvoie aux modalités d'utilisation dont on a déjà un petit peu parlé et sur lesquelles je reviendrai encore en conclusion. Traduction automatique et apprentissage humain expérientiel. Voilà. Ça me renvoie à une grande question, je pense, de la didactique des langues culture, à savoir, quand j'apprends une langue, qu'est-ce que j'apprends? Est-ce que j'apprends des signes? Est-ce que j'apprends des lettres, des sons, des mots? Ou est-ce que je ne cherche pas plutôt une certaine altérité, des choses qui m'échappent, voilà, qui sous-tendraient cet apprentissage? Dans le livre de Véronique Castellotti pour une didactique de l'appropriation, elle parle dans son chapitre 10 beaucoup de traduction. Et là, je la cite, la traduction renvoie à une posture qui se fonde sur l'expérience de la rencontre altéritaire. Donc, cette altérité dont elle parle ici est d'ailleurs plus ou moins incompréhensible dans ce livre et incontrôlable, mais elle permet des transformations. Et cette perspective de la didactique des langues culture ne prône pas un contrôle parfait des langues ou des humains qui les parlent et ne voit pas dans la traduction un outil, un moyen infaillible pour atteindre des fins pragmatiques ou purement pragmatiques, mais plutôt comme une expérience transformatrice de l'humain qui, par sa différence même, m'attire. Pour conclure là-dessus, je pense qu'il faut rester humble quant aux apports de la traduction automatique, quant à leur potentiel. Oui, ils permettent de traduire de plus en plus précisément des concepts, mais je pense qu'ils ne pourront jamais vraiment traduire des cœurs. Quelques éléments de conclusion. Voilà, donc cette réflexion a porté sur la relation traduction automatique, didactique des langues, culture. On a vu on a parlé des modalités d'utilisation de la traduction automatique en didactique des langues, culture, des problèmes que cela soulevait et d'apprentissage aussi. On peut rappeler notamment qu'une grande disparité caractérise l'utilisation de tels outils, que la traduction automatique semble pertinent comme complément à des cours en présentiel, en interaction, qui nous paraît également central en didactique des langues culture.
qu'il autonomise partiellement les étudiants. Les apprenants d'ailleurs étaient plus ou moins critiques vis-à-vis de tels outils et faisaient plus ou moins d'efforts. Or, ces efforts et ce sens critique sont, me semble-t-il, en lien direct avec les apprentissages. Que dire du rôle de l'enseignant dans ce contexte? Donc, l'enseignant, à mon avis, ce doit être un médiateur qui développe le sens critique de ses apprenants vis-à-vis de tels outils en classe, en y revenant, sur des exemples concrets. Donc dans le cas de mon étude et de mes classes, là, il s'agissait de forums où ils avaient écrit des choses. Donc, revenir à ces forums, regarder les erreurs liées à la traduction automatique, les discuter, essayer de voir pourquoi ils ont fait cette erreur. Donc, ça les permet non seulement d'améliorer leur langue, leur apprentissage de la langue étrangère, mais également de développer un sens critique vis-à-vis de l'utilisation de tels outils. Donc, conscientiser en un mot les apprenants, cela me semble vraiment central. Voilà. Je termine avec une citation du philosophe Stigler, qui n'est plus là, qui a disparu il y a quelques mois. Et cela nous amène à un débat plus large sur le thème du numérique. Il parle de société automatique et à travers le concept de pharmacone, qui est un concept clé de sa pensée, il nous rappelle que le numérique peut être à la fois un remède et un danger. Comment faire pour que ce soit un remède et non un danger? Suivre certaines prescriptions spécifiques que nous avons essayé de discuter dans cette présentation. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne journée.